Bienvenue chez les Performeurs, le podcast des papas entrepreneurs modernes. Ici, on répond à cette grande question. Comment concilier vie de famille, ambition personnelle et projets professionnels sans culpabilité ni compromis? Si tu te reconnais dans ce dilemme, alors tu es au bon Bienvenue endroit. à tous dans ce nouvel épisode des Performeurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cédric Khalifa, que je suis sur LinkedIn depuis quelques temps et qui m'inspire beaucoup, notamment par sa spontanéité et son positionnement qui est très différent et assez novateur. Bienvenue à toi, Cédric. Merci Anthony, ravi d'être là avec toi et avec ceux qui vont écouter cet épisode. Et puis j'ai hâte d'échanger et de répondre à tes questions. Eh bien, on y va. C'est parti. Cédric, déjà, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, très très bien. Un bon week-end, c'est passé, on attaque la semaine, tout va bien, tout va très bien. Et toi, ça va? Ça va très bien. Je te remercie. Je sors d'une séance de padel animée. J'ai réuni des entrepreneurs. J'ai le nez un peu rouge parce que vivant à La Réunion, forcément, j'ai pris le soleil. Mais là, je suis requinqué. Je suis en pleine forme aussi pour attaquer cette nouvelle semaine. Tu habites vers Annecy, hein, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, dans Annecy, plus belle ville du monde pour ceux qui qui connaissent pas et Annecy, ouais, très belle ville. Ok, trop cool. Moi, j'adore cette ville-là, effectivement, où tu peux profiter du lac l'été et de ses alentours. Et puis, forcément, bah, côté hivernal, c'est juste topissime. Moi, ça me manque. J'ai plus de neige depuis près d'une dizaine d'années. Et je peux dire que quand Ouais. on n'y a pas accès, bah, il manque un petit quelque chose, clairement. Quelle était ta matinée avant de me rejoindre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait de beau depuis que tu es arrivé ce matin? Bah écoute, ça va rejoindre le sujet que tu évoques dans ton podcast, parce que j'ai amené les enfants à l'école, justement. Ok. Fait, voilà, j'amène les enfants à l'école, fait deux, trois courses en revenant. Parce qu'étant entrepreneur, j'ai la chance ou le privilège, peu importe, mais de gérer mes semaines comme je veux. Et ça va être un sujet important, je pense. Je vais t'expliquer pourquoi ou comment, en tout cas. Et puis, j'ai eu un call avec une cliente juste avant. Et puis, me voilà avec toi pour papoter pendant cette heure et quart autour de ces sujets de la parentalité, je crois, entre Entre autres. autres. Entre autres. Bah tiens, justement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire exactement qui tu es, voilà, aussi bien sur le volet perso et tout ce que tu voudras bien nous dire, mais aussi sur le volet pro. Ouais, alors je vais commencer quand je me présente entre guillemets. Je commence toujours un peu de la même manière. En tant que coach, j'aime bien parler un petit peu de mes valeurs, de ce qui me constitue. Moi, j'aime bien la simplicité, l'audace et puis rire et le partage. Simplicité parce que ouais, je suis quelqu'un de simple, j'aime pas trop les choses qui prennent la tête. J'aime quand les choses vont vite, que ça se passe bien, qu'il y a du feeling, qu'on se prenne pas au sérieux. Et j'emploie cette simplicité aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai deux business, j'en parle, j'y reviendrai après, où la simplicité est à l'honneur. Je fais rien de compliqué dans mon organisation en tout cas. Et puis au niveau perso, ou voilà, dans mes relations interpersonnelles avec amis et famille, tout est simple. En tout cas, on essaie. L'audace, j'essaie d'être audacieux le plus possible. C'est notamment une de mes activités où j'y reviendrai aussi, mais on emmène des gens marcher en montagne pour coacher, pour se déconnecter, manger de la bonne raclette, et puis rire, partager, parce que voilà, pour moi, la vie est un jeu, l'entrepreneuriat est un jeu, et tout doit être un jeu, autant qu'on puisse le faire. Donc j'essaie le plus de jouer, de rire, et de transmettre, donner, partager, parce que bon, on est là pour ça, on se nourrit des autres, et je considère que la qualité des liens qu'on peut avoir dans une vie, c'est pour moi en tout cas la vraie richesse, et c'est ce qui me permettra de mesurer si je réussis ma vie à la fin, c'est la qualité et la profondeur des liens que j'aurai nourris. Donc voilà, pour moi c'est important. Voilà qui je suis. Donc je suis Cédric, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, Maxence et Rose, 7 et 9 ans. Je Ouais. vis donc à Annecy. Je suis passionné comme beaucoup de gens à Annecy, de trail et ultra trail, donc de course à pied en montagne. C'est très important dans mon équilibre de vie. Et donc j'ai sur le côté professionnel, donc ma femme Vanessa qui est entrepreneuse aussi, elle est dans le rangement, homme organiseur pour ceux qui connaissent, c'est un peu des nouveaux métiers. Ok. Très sympa, très chouette. Et niveau business, j'ai deux activités. Donc je me considère comme un entrepreneur avant d'être un coach. Donc je suis entrepreneur dans le coaching, c'est comme ça que je me présente au niveau pro. J'ai une première activité en propre qui s'appelle le Boost Camp. En fait, j'aide les coachs qui ne savent pas par où commencer, qui ont peur d'échouer, qui ont le syndrome de l'imposteur, qui sortent de l'école, à se lancer, à se structurer et justement à transformer leur peur d'échouer en joie d'expérimenter. Voilà, c'est une activité purement business, purement en ligne digitale sur 6 mois, c'est collectif et on prend beaucoup de plaisir à tester et expérimenter des choses. Et j'ai une autre activité pour terminer ma présentation où je suis avec un associé cette fois-ci, où là c'est beaucoup plus du présentiel, c'est beaucoup plus du lien, c'est différent, où en fait on va en montagne pendant 36 heures avec des groupes
de particuliers, donc du B2C classique, des gens qui voudraient venir pendant 36 heures déconnecter, se reconnecter à soi, marcher, vivre l'aventure avec deux coachs, parce qu'on fait du coaching quand même, on bouscule un peu les gens, on les challenge de manière très bienveillante, pardon. Et voilà, qui voudraient vivre une expérience de coaching différente, pas avec des outils, pas avec des méthodes, pas dans des bureaux, mais 36 heures avec un groupe et en pleine montagne, en pleine nature. Et on fait ça aussi pour le B2B avec des entreprises ou des coachs qui voudraient justement travailler leur identité ou leur posture. Voilà, c'est un peu mon paysage actuel et voilà. Je crois que j'ai tout dit En tout cas, il y a eu principalement un sur. joli lapsus entre bien vivante et bienveillante. Ouais, exact. Les deux vont, C'est mieux. Si effectivement. tu arrives à concilier les deux, alors là, c'est juste parfait. C'est chouette. Donc là, tout de suite, moi, ce que je perçois en toi, c'est... il y a deux choses qui m'interpellent. Il y a ce rapport aux choses simples. Et est-ce que c'est pas éminemment complexe que de vouloir faire simple et de réussir à faire simple? C'est la première question que je me pose. Et puis, tout de suite, je projette. Moi, j'ai déjà goûté au trail, à l'ultra trail. À La Réunion, on est une terre aussi d'ultra trail. J'ai testé l'année où, notamment, où ma femme était enceinte. Et j'ai participé à une des courses de la Diagonale des Fous 10 jours après la naissance de ma Génial, première fille, à génial. 65 km. Et à 9 heures du matin, le départ était à 2 heures du matin. À 9 heures, j'étais déjà en train de manger un McDo parce que suite à la naissance de ma fille, et ouais, ouais, suite à la naissance de ma fille d'une césarienne, j'avais géré les premiers jours, travail la journée et la nuit, c'est moi qui prenais vraiment le relais. Et quand j'ai pris le départ, j'ai crampé au bout d'une heure. J'ai fait la traversée du cirque de Mafat, 13 km de descente dans un cirque très technique, ultra crampé. Et quand je suis arrivé au point de départ d'un bloc de 1000 mètres, j'ai les médecins qui m'ont dit ce que j'espérais entendre depuis plus d'une heure. Non, mais repartez en 4x4. C'est la seule possibilité de ressortir le long d'une rivière. Et ma femme m'a retrouvé avec les hormones 10 jours après la naissance. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Et moi, j'étais en train de manger menu Big Mac à 9 heures du matin avec le maillot de la course. Et pour être honnête, j'en suis resté là. J'ai jamais rechaussé les chaussures de trail en course, en tout cas. Mais je sais, et c'est là où je veux en venir, je sais que ça prend énormément de temps. Donc quand tu me dis que tu as deux enfants, deux activités, ta femme est également entrepreneur et que tu pratiques également la course à pied en extérieur, mais que tu organises aussi des 36 heures qui sont quand même très mobilisants, je me dis, waouh, le rapport au temps chez toi, Cédric, ça doit être quand même un vrai sujet. Ouais, ça l'est. Et je vais d'abord rebondir sur le fait qu'effectivement, tu vis à La Réunion et c'est un de mes rêves de faire la Diagonale des Fous, donc le Bienvenue. format long de la course que tu as faite. Ouais, écoute, j'aimerais bien, j'ai pas encore le niveau malheureusement, mais en tout cas, je pense que enfin, voilà, c'est un vrai rêve et bravo si tu as fait la course avec un McDo ou même si tu t'es arrêté avant, peu importe. Mais ouais, le trail pour moi, c'est une passion parce que je retrouve tout ce que j'aime, la simplicité d'aller courir avec un short et des baskets. Pour moi, c'est important dans mes loisirs et dans ce que je vis. Encore une fois, la simplicité, c'est une place importante et je vais préciser après ce que j'entends par là parce que tu as raison. Simplicité ne veut pas dire simpliste ou binarité. Ça rapporte justement. C'est aussi compliqué de faire simple. Mais voilà, le sport, le trail, ça m'apporte tout ça. Et puis, partager, créer du lien. Parce que, esprit trail, comme on dit. Ouais. Je rigole parce que souvent on se moque de ça, l'esprit trail, mais non, il y a un vrai esprit de collaboration, de partage, etc. Euh, ouais, du coup, oui, oui, bah, il y a un vrai rapport au temps, hein. Alors, d'abord, d'expliquer que la simplicité, effectivement, moi j'aime bien dire que pour atteindre un objectif, un désir, un rêve ou quelque chose que l'on veut atteindre, on a souvent tendance à rajouter des choses, à les complexifier, alors qu'en fait, c'est plus en supprimant des choses et en les simplifiant qu'on atteint ce que l'on veut atteindre. Et c'est un peu antinomique, c'est un peu contradictoire, voire paradoxal. Mais pour moi, la simplicité, c'est la clé pour entreprendre. En tout cas, quand tu te lances, en tout cas, quand tu fais les choses, c'est un peu une barrière au perfectionnisme et au syndrome de l'imposteur. C'est une capacité aussi à voir l'essentiel, à rester focus et à garder de la clarté. Là où parfois la complexité et le perfectionnisme vont apporter de la dispersion, de l'éparpillement. Et donc, faire simple, c'est pas juste de la binarité blanc ou noir ou enfin tu vois quelque chose de très très simpliste. C'est surtout apprendre à, ou en tout cas tenter de supprimer le superflu Ouais. pour n'aller que vers l'essentiel et surtout que ce qui nous nourrit, que ce qui nous met en joie. Pour moi, la joie, c'est important, comme l'abondance. Euh, j'ai tendance à beaucoup traiter, entre guillemets,
les peurs dans mes deux activités. La peur est un gros sujet chez nous, chez moi en propre et avec mon associé. D'ailleurs, notre tagline avec mon associé, c'est que si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. C'est que sous-entendu, quand ça vibre à l'intérieur par la peur, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à aller chercher. Et du coup, l'idée étant de se dire, supprimons des choses, restons simples et allons vers l'essentiel, allons vers le focus et arrêtons de nous disperser. Et donc choisissons l'abondance et la joie et pas la peur et la complexité. Parce que souvent la complexité c'est un refuge, encore une fois, à perfectionnisme. Euh, et donc pour revenir à ce dernier point, le rapport au temps, c'est très juste, tu as bien vu, tu vois bien, en tout cas tu as bien perçu. Pour moi j'ai tout fait pour construire ma vie, en tout cas mon business autour de mon lifestyle, mon mode de vie, et pas l'inverse. Ok. J'étais salarié, avant comme beaucoup de monde, hein, j'étais salarié, j'étais manager dans une entreprise jusqu'à mes 35 ans. Ouais, c'est ça. Donc j'avais une vie classique, hein, métro boulot dodo, un peu comme. Enfin, je sais pas que je veux opposer le salariat à l'entrepreneuriat, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça se passe souvent. Le jour où je suis devenu entrepreneur, j'ai vite compris, en fait, c'était une autre vie, une nouvelle vie, que ça n'avait rien à voir, et qu'en fait, c'était à moi de construire les règles du jeu. Que c'était plus à quelqu'un d'autre de le faire, autrement dit, un employeur. Et en comprenant ça, j'ai vite compris que ce qui était essentiel, alors ça s'est pas fait tout de suite, hein. J'ai quand même eu une phase, et je pourrais aller dessus si tu veux, mais une phase de croissance, de scale, comme on dit, qui te met un peu, en tout cas pour moi, des œillères vers quelque chose qui va plus nourrir l'ego ou la reconnaissance externe. Et du coup, en fait, à te rajouter des contraintes. Et puis un jour, je me suis dit, Hmm. non, non, en fait, ce que tu veux, c'est juste du temps de qualité en famille, Ouais. faire du trail, kiffer, aider les clients du mieux que tu peux. Et c'est tout, quoi. C'est pas avoir des millions sur ton compte en banque, c'est pas faire le beau sur les réseaux. C'est pas forcément avoir des équipes, même si ça me déplairait pas parce que je travaille avec des partenaires. Mais voilà, ce qui compte pour moi, c'est effectivement pouvoir organiser mes semaines, mes mois, mon année avec ce qui me nourrit en tant que personne et pas forcément ce qui nourrit mon entreprise en priorité. Enfin, mes entreprises en tout cas. Ouais, tu vois, ce rapport au temps, moi je le constate depuis plus d'un an que je travaille sur cette approche des papas qui veulent concilier vie privée, vie pro. C'est quand même la problématique numéro une en définitive, parce que c'est une contrainte. Toutes nos ressources ont des leviers d'accroissement. Or, le temps, il est contraint. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, c'est toute cette capacité, effectivement, à un moment à prendre le recul nécessaire pour se dire, OK, je suis en train d'accélérer, comme tu l'as dit, mais je tombe peut-être dans les pièges que je voulais éviter. Auquel cas, bah, si j'ai pas cette prise de recul, bah, je continue et je fonce tête baissée jusqu'à me prendre le mur de me dire, mince, en fait, je suis parti complètement dans la mauvaise direction. Cette capacité à relativiser le temps, moi, je pense qu'elle est extrêmement nécessaire, fondatrice aussi, mais elle relève vraiment d'un niveau de complexité qui est quand même franchement important. D'autant plus que le temps, il y a ce que moi j'en fais, mais il y a aussi mon environnement qui contribue à impacter mon temps. Et en l'occurrence, quand tu as plusieurs business, comme c'est le cas pour toi, que tu réponds à des sollicitations et aussi que tu as des enfants, on n'est pas maître. Moi, ce matin, quand j'ai animé le réseau Padel, j'ai quand même trois papas qui m'ont prévenu ce matin en disant je peux pas venir parce que mon enfant est malade. Mhm. Ouais. Et la matinée, elle était prévue déjà depuis 2, 3 semaines pour eux dans leurs agendas respectifs. Tu vois, et effectivement, on voit tout de suite quels impacts ça a. Moi, j'aimerais rebondir parce que tout ça, c'est le fruit aussi de ton existence, qui s'ancre déjà dans l'enfance. C'est le moment du podcast où j'aime poser la question, bah, tiens, on parle de l'extérieur, le rapport à tes passions, etc. Est-ce qu'enfant, déjà, tu étais avec les baskets, à courir dehors? Quel type d'enfance tu as eu, toi? Ouais, alors, c'est marrant parce qu'au moment où tu m'as posé la question, j'ai eu un flash de ça, des baskets courir quand j'étais jeune. Et tout de suite, je me suis dit, oula, je vais faire le vieux, quoi. J'avais 40 ans, maintenant je suis vieux, hein, c'est comme ça. Avant, on était tout le temps dehors. Mais, ben voilà, c'est ça. C'était la phrase que j'allais dire, mais ça fait vraiment vieux con, entre guillemets. Mais non, mais oui, avant, à notre époque, en tout cas à mon époque, oui, oui, c'était tout le temps dehors. C'était à la fois, il n'y avait pas tous ces écrans hein, qui nous laissent à l'intérieur, entre guillemets, mais aussi mentalité différente chez nos parents en termes d'inquiétude, de stress ou de sécurité. Moi, je me revois plus jeune. Alors, j'habitais dans une espèce de résidence fermée, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait des voitures que tout le monde pouvait passer, mais ça restait une résidence. Et tous les Tu jours, étais déjà dans le secteur d'Annecy ou tu étais dans une autre non, ville? j'étais à Cannes, dans le sud. Ok.
Cannes l'Avocat, pour être précis, pour ceux qui connaissent. Et donc j'étais, en tout cas les week-ends et les mercredis, dehors à jouer au foot avec des copains, à faire du vélo. C'était assez grand quand même, mais il y avait des voitures qui passaient. Il y avait, enfin, Mhm. aujourd'hui, moi je ferais pas la. Bon, mes enfants, du coup, sont moins dehors que moi, mais surtout j'aurais plus peur de les laisser comme ça, vaguer un peu, enfin, vaquer, pardon, à leurs occupations. Donc oui, moi j'avais une enfance de basket dehors, tout le temps dehors, foot, vélo, foot, vélo, foot, vélo, cascade, chute, bobo. Voilà, mais c'était un très bon souvenir de mon enfance. Donc voilà, j'étais déjà un peu dehors, mais pas en montagne, parce qu'à Cannes, enfin, quoique dans la pays, il y a des montagnes, mais c'est plutôt Ouais. le sud et la plage, quoi, en l'occurrence. Et quel type d'enfant tu étais en termes de caractère? Écoute, il y a une question que j'aime énormément poser à mes coachés ou en exercice de coaching qui est raconte-moi l'histoire de. Même en podcast, je le fais même avec mes invités. Raconte-moi l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois. Ok. Donc tu commences par l'enfance et ça te met en fait dans une posture dissociative, c'est-à-dire que tu t'observes. Il était une fois, Cédric, etc. Et à chaque fois une fois on m'a posé, et toi, Cédric, c'était comment ton Il était une fois? Et j'ai eu beaucoup de mal à répondre parce que je me suis aperçu que je me rappelle pas très bien de mon enfance ou comment Ok. j'étais. Et j'ai appris par la suite qu'en fait, je suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes comme ça qui savent plus trop leur enfance ou comment ils étaient, je sais pas d'où ça vient. Ce que je sais, c'est que j'avais posé la question du coup à ma sœur, à ma grande sœur, de me dire mais comment j'étais enfant? Et semble-t-il, j'étais quelqu'un de très rieur, très gentil, voilà, très dans la sympathie, dans le rire et dans la gentillesse. Donc quelque part un peu ce que je suis aujourd'hui. Voilà, et j'ai toujours aimé, voilà, donc gentil, rieur et jovial entre guillemets. C'est Ok. l'enfant que j'étais. Et malgré tout, tu as des souvenirs de l'école? Un petit peu, vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment jusqu'à mes, je sais pas, je dirais 16-18 ans peut-être, ouais, le lycée peut-être. Mais Ça, c'est sinon le avant très peu, traumatisme du mais collège, j'en cherche pas. ouais, ben c'est ça. C'est exact, c'est la cour de récréation, les bagarres et puis les salles d'autres. C'est ça. Et Ça doit être ça. comme point de départ, parce qu'on viendra à la parentalité après, est-ce que tu as des souvenirs de tes relations malgré tout avec tes parents ou du type d'éducation que t'ont transmis quand tu étais petit, notamment ton papa? Ouais. Alors, je pense qu'ils n'écouteront jamais ce podcast parce qu'ils sont assez âgés maintenant et qu'ils écoutent pas forcément. Ils savent même pas ce que c'est un podcast, je pense. Donc je peux y aller, je peux balancer entre guillemets. Vas-y. Non, euh, encore une fois, c'est très générationnel, mais mon papa est pied noir. Alors ça fait très cliché ce que je veux dire, mais la relation affectueuse, émotionnelle, tout ça avec les enfants, c'était pas trop ça, si tu veux. Donc j'avais pas énormément euh, ce côté affectif que moi j'essaie de donner à mes enfants. Ok. J'avais pas beaucoup d'échanges. Tu vois, j'ai très peu de souvenirs d'échanges, voilà, qui ont pu me construire. Il était assez rigide, pas tant que ça, mais voilà, assez sévère. Donc voilà, j'ai pas d'énormes souvenirs de la relation que j'ai pu avoir avec mon père. Ok. Et c'est ok, hein, c'est pas un problème, hein. C'est ok, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc voilà, pas énormément de relations. J'ai pas eu l'impression de me construire, mais encore une fois, c'est une impression, peut-être que je me trompe, en fonction de lui ou de ce qu'il était, mais peut-être plus en opposition. C'est une impression que j'ai, encore une fois, c'est peut-être faux. Euh, mais c'est ok, c'était quand même cool. J'ai pas une enfance malheureuse loin de là. Mais voilà, pas une énorme. Je suis pas l'enfant qui va dire mon père c'est un héros et il m'a aidé à faire ci, ça, à prendre la pêche, à faire ça. On a partagé plein de trucs et je me suis construit grâce à lui. Je suis pas ce type d'enfant, je pense pas. Pour autant, on est toujours en réponse aussi par rapport au comportement des autres. Donc, nécessairement, la manière dont il a été a induit aussi que toi, tu développé des comportements, des actions, même inconsciemment, mais Absolument. en dépit du fait qu'il n'ait peut-être pas été très sensible ou d'une Mm. forte proximité, il a dû développer des choses chez toi. Peut-être ton rapport avec ta maman, peut-être que tu étais plus proche d'elle. Ouais, non, mais absolument, t'as absolument raison. C'est-à-dire qu'on est quand même là, il y a un côté éponge, effet miroir, donc on prend des choses. Tu vois, mon père était il aimait beaucoup rire aussi, partager, il aimait beaucoup inviter les gens et faire des grandes tablées. Donc je pense que j'ai pris ce côté-là de fait. Et par rapport à ma maman, oui, je lui ai certainement plus proche. Euh, euh, Encore une fois, j'ai pas d'énormes souvenirs de construction ou de relations hyper profondes ou poussées avec mes parents. C'est ok, hein, encore une fois. Et peut-être que j'ai oublié, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que c'est une partie de ma vie. Euh,
qui n'est pas présent, en tout cas qui ne, du coup, j'en ai fait une force entre guillemets, c'est Ok. que considérant que n'ayant pas vraiment de racines, tu vois, je connais très peu l'histoire de mes grands-parents, tout ça, de mes grands-parents, même si ce n'est quasiment pas. Euh, donc, considérant que j'ai pas vraiment beaucoup de racines, bah en fait, je suis quelqu'un de très insouciant, agile, flexible, souple, on prend le qualificatif qu'on veut. Mais tu vois, je suis assez audacieux, j'ai pas de peur, j'ai pas de principe, je suis pas quelqu'un de rigoureux, j'aime pas les règles, j'aime pas le sérieux, j'aime vraiment casser les codes, j'aime vraiment tester des choses. Et je pense que je tiens ça du fait de ne pas avoir eu cet enracinement dans mon enfance, qui parfois, c'est pas toujours le cas, mais peut créer des croyances ou, euh, ou des espèces de refuges dans lesquels on a du mal à se challenger. Moi, je suis quelqu'un qui me challenge énormément, j'ai vraiment pas de mal avec ça. Et je le vois dans les gens que j'accompagne. En montagne, souvent, les gens qui viennent, c'est des personnes qui sont beaucoup construits avec les croyances limitantes de leurs parents. Enfin, c'est ce que je perçois et ce qu'ils nous disent, hein. Manque de confiance, parce que parfois, ils ont été rabaissés, peu importe. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas d'enracinement, donc en fait, c'est un peu comme si j'expérimentais la vie avec un terrain vierge, et c'est Ouais. cool, quoi. Tu vois, c'est ma vision de voir les choses, du coup. Donc toi, tu as le sentiment d'avoir eu beaucoup de liberté en définitive, pour apprendre Ouais, aussi par toi-même. ouais, très, 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 très. Je sais que ma mère, par exemple, était quand même derrière moi pour les études, tout ça, plus jeune, hein. Euh, j'ai quelques souvenirs par rapport à ça. Mais sinon, ouais, ouais, la liberté, ouais, complètement, c'est le mot. Je me sens très libre de ce que j'ai pu apprendre, faire avec curiosité ou pas, et j'ai gardé ça, clairement. Ok. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, quelle relation tu entretiens? Est-ce que vous êtes toujours Très dans le même peu. registre ou ça a évolué, non, un peu? Non, toujours très peu. Bon, après, j'espère que je choquerai personne, c'est pas un problème, mais je considère que, comment le dire, comment le dire simplement, ou en toute bienveillance en tout Tu as cas. fait ta propre Euh, famille, non? ouais, j'ai créé ma propre famille, et puis avec mes parents, je sais même pas comment le dire. Il y a pas de, j'ai pas la profondeur que j'aimerais avoir que j'aurais aimé avoir avec mes parents. J'en ai pas, c'est comme ça. Je sais même pas s'ils comprennent vraiment ce que je fais. C'est pas qu'ils s'intéressent pas, c'est que voilà, c'est comme ça. Ils ont fait leur Euh, rôle, aujourd'hui tu es autonome et tu ouais, construis quoi. et c'est ok. Et puis Ouais. quand je les vois une fois tous les 6 mois, bah voilà, c'est assez en superficie, mais c'est ok. Il y a aucun problème avec ça. Ah, bien sûr, Et ouais. donc oui, j'ai construit ma propre famille et c'est très bien aussi. En l'occurrence, tu disais tes enfants ont 7 et 9 ans, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Ok. Euh, Est-ce que tu as souvenir de ce jour où tu t'es dit, ouais, ça y est, là je suis papa? Ouais, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas? Mais dans le cheminement, quand est-ce que tu as compris qu'il était en train de se jouer un truc quand même, il y a quelque chose de différent là. Ah, c'est pas facile parce que bah, ça nécessiterait déjà de se poser la question, c'est quoi être papa? Tu vois, pour se mettre sur une espèce de définition commune ou en tout cas un référentiel commun. Je Bah, tu pense qu'il dirais que s'est c'est quoi passé. alors? Eh ben ouais, justement, c'est quoi être papa? C'est quoi être papa? En fait, pour moi, être papa, c'est, euh, bon, il y a une forme de transmission, il y a une forme de Ouais. responsabilisation de ses enfants, il y a une forme de prise de conscience que on fait plus les choses que pour soi, mais aussi pour eux et avec eux. Et il y a du coup une forme qu'est-ce qu'ils sont en capacité de comprendre, d'apprendre de ce que je peux leur transmettre. Donc en fait, donc c'est un peu conceptuel. Il y a vraiment eu le moment où, bah, la première fois enfin moi en tout cas que j'ai tenu mes enfants dans les bras quand bah voilà, quand ils sortent et que souvent c'est le papa qui les prend, qui prend, en tout cas mon fils Maxence, même ma fille Rose, la première fois dans les bras, là il y a eu un truc, tu vois, c'est vraiment ok, ça existe, c'est présent, il y a une manifestation concrète de la paternité. Ouais. Et puis il y a eu un autre moment, peut-être plus fondateur quand même, moins déclenchant, mais plus fondateur, qui est ouais, l'âge où, à partir de 3 ans, hein, je sais pas, c'est 3-4 ans, ces âges où il commence à y avoir une relation, un échange, et alors peut-être plus 2 ans même, 2 ans et demi, 3 ans, une compréhension des interactions, du Ouais. coup une communication. Je pense que là, il y a vraiment eu un truc, et Tellement puis là, à ce interaction bah, moment, qui c'est venait encore plus cool. spontanément aussi en entendant ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et plus ça avance, plus je m'éclate, tu vois, en tant que papa. J'essaye en tout cas. Et plus ça avance, plus l'interaction devient poussée, profonde, justement, tout ça. Ok, trop cool. Mais effectivement, la nature des interactions évolue énormément. Au début, il y a quand même un rôle de mise à disposition à l'égard de l'enfant, je pense. Ouais, Ce qui nous change de nos complet. rôles en tant qu'adultes, sans enfants. Enfin, je pense que c'est une grosse bascule, hein. C'est pas neutre du tout.
parce que on fait venir un petit être là qui, sans ses parents, ne peut rien exprimer, ne rien faire. C'est quand même assez particulier et ça nous responsabilise d'autant plus. Je pense que le mot responsabilisation, il est pas neutre du tout. Et j'ai l'impression, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que dans le rôle du père, c'est souvent ce sujet de la responsabilité d'une manière très englobante, très large, peut-être loin du pragmatisme de la femme qui va être beaucoup dans l'organisation, l'anticipation. Donc responsabilité et puis transmission d'un certain type de valeur. T'en as Mhm. évoqué quelques-unes. Je trouve qu'on est vraiment dans le registre de ce que j'entends souvent, cette Ouais. idée-là. Justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais, enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui guide peut-être la relation que tu entretiens avec tes enfants? Qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre, les messages qui sont peut-être ceux qui reviennent le plus souvent? Ce serait quoi? Ouais, alors je reviens juste sur ce que tu as dit qui est super intéressant. Moi, j'essaye beaucoup, enfin avec ma femme, hein, et peut-être plus inconsciemment que consciemment, mais de déconstruire ce côté le père qui a un peu, tu sais, côté très patriarcal, qui arrive, qui vient, voilà, qui transmet une forme de d'autorité, de valeur, etc. Et la maman qui va être beaucoup plus dans le pragmatisme, ce qui est très vrai, ce qui a été très vrai. Aujourd'hui, bah, la société évolue beaucoup et nous, on essaie beaucoup de construire ça où il n'y a pas de rôle attitré. Et d'ailleurs, c'est peut-être même plus ma femme qui est dans ce rôle de transmission des valeurs que moi, au final, parce qu'elle Ok. le fait très bien aussi. Euh, Maintenant, si je dois répondre à la question de ce que je veux leur transmettre, euh, euh, c'est avant tout, et bien sûr qu'il y a des valeurs, bien sûr qu'il y a des mots comme, voilà, comme la bienveillance, le respect, l'humilité, la simplicité, etc. Mais c'est surtout un état d'esprit de porter attention à soi et à l'autre. Tu vois, si j'essayais de résumer le tout, ce serait ça. Parce que pour moi, l'attention qu'on porte, c'est la clé d'une vie, pour moi, encore une fois, réussie, épanouie, accomplie ce que l'on veut. Peut-être même autant que le temps, justement, parce qu'en fait, le monde qu'on construit, le monde se construit en fonction de là où on porte son attention. Et c'est hyper important de porter son attention avec intentionnalité. Et donc, ce que j'essaye de leur transmettre, et ma femme aussi bien sûr, c'est l'attention qu'ils peuvent se porter à eux. Et là, on vient beaucoup sur les notions de confiance, d'estime, hein. Bon, en tant que coach, effectivement, de fait, je suis un peu baigné là-dedans. Mais ça me paraît hyper important de leur laisser de la place, de leur laisser de l'espace et de leur laisser, ouais, de leur apprendre à comment se porter attention, mais aussi porter attention à l'autre parce que pour moi, c'est fondamental de savoir porter attention à l'autre, de savoir écouter les personnes, de savoir ressentir ce qu'ils ressentent, l'empathie, la bienveillance, de savoir les questionner, de savoir s'intéresser à l'autre. Et donc ça commence par savoir s'intéresser à soi, fondamentalement. Et souvent, les valeurs, c'est un peu cet effet miroir, quoi. Si tu veux respecter l'autre, commence par te respecter. Par exemple, si tu veux être bienveillant avec les autres, commence par bien veiller sur toi. Donc c'est cette ligne de crête, et pour moi la vie c'est une ligne de crête, comme l'entrepreneuriat c'est une ligne de crête, que j'essaie de leur transmettre, qui est de dire que finalement il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de vérité absolue, ça c'est très important chez moi. Par contre, il y a des tendances, il y a des nuances, et c'est toujours cette capacité à se questionner et à s'interroger sur qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon pour les autres. Voilà, après, moi je vais être beaucoup dans le lâcher prise, dans le vas-y teste, expérimente, parce que je suis comme ça, dans le euh, voilà, dans ce côté non contrôlant. Ma femme est un peu plus dans le côté observation, contrôle, parce qu'elle est beaucoup plus pragmatique que moi là-dessus pour le coup. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs après de se dire est-ce que finalement je suis présent mais en lâchant prise, est-ce que quelque part je devrais pas contrôler davantage et donner davantage, je sais pas si je me fais comprendre mais Hmm. je fais confiance au C'est-à-dire fait que que ce que tu le l'expérimentes, cerveau travaille quoi. manifestement, tu l'expérimentes de manière relativement forte. Euh, J'essaye, ouais. Est-ce que tu serais tenté d'imaginer que tu es dans une forme de dualité par rapport à ce que tu dis, d'être plutôt dans un champ et de peut-être pas tant expérimenter ce qui se passe de l'autre côté? Précise si tu veux bien la question. Bah, typiquement, quand tu es peut-être un peu moins dans la fermeté et plutôt dans l'ouverture à Hmm. l'expérimentation, est-ce que t'es pas à tendre vers beaucoup d'expérimentation en oubliant que de temps en temps aussi il y a le contrepoids et que c'est bien aussi d'aller expérimenter ce qui se passe de l'autre côté? Ouais, très juste. Si, fatalement, même si j'essaye, même, encore une fois, ma femme le fait bien mieux que moi ça, et je tire mon chapeau, mais si j'essaye de très régulièrement me questionner justement sur cette dualité et de pas être trop dans l'autre, obligatoirement, je vais beaucoup plus aller vers le côté beaucoup plus
de l'ouverture et tout ce qui s'ensuit que le côté fermeté. Mais c'est là où Tu votre as raison. couple manifestement fonctionne, parce que elle vient te contrebalancer. Ouais, ouais, complètement. J'espère qu'il fonctionne. Il y a deux choses. Il y a ce côté complémentarité que tu évoques qui est très juste, où elle vient me contrebalancer. Et la deuxième chose qui, pour nous, c'est fondamental et on construit toute nos vies autour de ça, enfin toute notre vie autour de ça avec eux, c'est que on passe un maximum de temps avec eux. Euh, C'est-à-dire que ben moi, par exemple, je ne travaille plus ou presque plus à partir de 16h30 quand ils finissent l'école. Donc, je vais régulièrement les chercher et je ne travaille plus. Ou peut-être le lundi, c'est ma journée rush à la limite, mais le reste du temps, je ne travaille plus. Le mercredi, donc le jour où il n'y a pas école, on ne travaille pas. Donc, on est avec eux. Et puis, habitant à Annecy, on fait plein de randonnées, il y a plein de choses à faire. C'est aussi l'avantage de vivre ici. Le week-end, c'est pareil. Je travaille pas. Donc si tu veux, moi, quand je vois, j'observe autour de moi mes amis, ou pas que, qui travaillent, comme on travaillait avant, qui finissent à 18h, le mercredi qui bossent, donc les enfants sont, je ne sais où, en centre de loisirs ou autre, ou quoi que ce soit. Nous, on a des vies, franchement, les vacances aussi, les vacances scolaires, je mets quasiment rien de vacances scolaires, quasiment, tu vois. Je pourrais aller plus en détail sur ce que je fais, peu importe, mais les vacances scolaires, ben là, cet été, on a passé 2 mois quasiment plein avec eux. Bon, c'est épuisant, c'est fatigant, je comprends les profs, mais voilà, c'est pour nous, c'est la clé de leur éducation et nous aussi dans notre harmonie, équilibre, c'est qu'ils puissent nous voir et nous les voir un maximum de temps parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est des éponges et qui vont capter des choses, même si on n'est pas consciemment en train de leur transmettre des choses. Oui, oui, non, carrément, ouais. Je pense qu'au-delà de ce qu'on a l'intention de transmettre, il y a tout ce qu'ils captent d'eux-mêmes et clairement, ce Complet. sont d'énormes éponges, c'est incroyable. Ce que ça m'amène à te poser comme question, c'est comment tu gères une notification sur ton téléphone? Parce que j'imagine que pendant 2 mois consécutifs, t'es pas juste offline. Tu poses la bonne question, tu poses la question piège. Euh, c'est toute la et c'est pour ça que quand j'ai dit, je me suis arrêté au moment où je t'ai dit, ce qui compte pour nous, c'est de passer le plus de temps avec eux. Ça, c'est une chose. Et ce qui compte aussi, mais c'est plus dur à réaliser, c'est pour ça que je suis pas allé sur ce terrain, mais tu m'y amènes, c'est de passer du temps avec intention et de qualité avec eux. Ouais. Et ça, c'est plus dur. Et ça, j'avoue, je suis pas le bon exemple. Le téléphone, pour aller sur ce sujet-là. Moi, le téléphone, les réseaux sociaux, c'est mon business. Ouais. C'est-à-dire, je travaille avec les réseaux sociaux, comme toi Je le vois certainement. très présent. C'est pour ça que ça m'interpelle forcément quand quand tu vas sur ce registre-là. Ouais, pour éclairer les personnes qui vont écouter, mais je suis sur LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Facebook un peu moins, mais quand même, et même podcast, sur mes deux activités. C'est moi qui gère la création de contenu et l'acquisition de clients évidemment pour moi en propre, mais aussi pour l'autre activité. Donc t'imagines, tu fais tous ces réseaux fois, allez, peut-être YouTube pas vraiment, mais en gros j'ai 6 plateformes à gérer tous les jours, quoi. Grosso modo. 6 parce que en fait sur LinkedIn je gère les deux Sans boîtes en même parler temps. du temps que tu consacres à tes interlocuteurs. Sans parler du temps que je consacre avec les interlocuteurs, aux commentaires, à ceux qui m'écrivent, à mes clients, etc. Mais tout ça, c'est le fruit aussi d'une itération et d'une organisation aujourd'hui qui a trouvé son rythme. Mais pour revenir à ta question, c'est compliqué. C'est compliqué. J'essaie vraiment de gérer tout ça dans le temps où il n'y a pas mes enfants. Donc de 8h à 16h, grosso modo, 8h30 à 16h30 la semaine, ou quand c'est l'été par exemple, je me lève très tôt. Ça me va bien aussi parce que comme ça je travaille et je vais courir. Parce que en faisant du trail, euh, comme tu le sais, il faut aller s'entraîner et du coup, grosso modo, j'ai 10 heures d'entraînement dans la semaine, quoi. Il y a 10 heures de temps, je cours 6 jours sur 7. Donc il faut trouver l'espace et le temps pour ça. Ouais. Et l'été, je me lève à 5 heures du matin pour travailler et aller courir. Et le mercredi et le week-end, c'est souvent ça aussi. Peut-être pas à 5 heures du matin l'hiver, là c'est pas vrai. Mais voilà, je me lève tôt avant qu'il se réveille pour bosser ça. Je suis très efficace aussi, ça fait 5 ans que je fais ça. Donc si tu veux créer du contenu, tout ça, maintenant ça va vite pour moi. Mm. D'autant que je suis quelqu'un qui ne suis pas touché par le Mais ce qui perfectionniste, est évidemment. intéressant, c'est que si ça fait 5 ans, tes enfants à ce moment-là étaient relativement petits, 2 ans et 4 ans. Donc c'est Ouais, aussi des cycles, parce qu'aujourd'hui, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus autonomes qu'il y a 5 ans. absolument, Et absolument. à ce moment-là, à cette époque-là, quand tu as expérimenté, parce que aujourd'hui, tu arrives à travailler 4 jours par semaine sur des horaires qui sont contraintes et que tu respectes relativement bien. Mais j'imagine celui qui t'écoute là et qui se lance dans l'entrepreneuriat, si tu lui injectes ça là tout de suite, ça va lui mettre une pression de fou en se disant, mais comment on peut faire ça? Qui plus est, s'il est Ouais. devenu parent depuis peu.
à quoi ça ressemblait à ce moment-là? Enfin, quelle, quelle contrainte tu t'es fixé et vis-à-vis de laquelle tu n'as jamais dérogé? Est-ce qu'il y en a? Et quel a vraiment été ton mantra pour réussir à construire cette organisation? C'est, en fait, je pense que il faudrait que je prenne 1 heure pour expliquer le tout, tellement il y a plein d'imbrications et tellement il y a plein de détails, mais je vais essayer de modéliser quelque chose et de simplifier justement pour expliquer tout ça. Euh, la première chose, c'est que, euh, comment dire, la première chose, c'est, pour vraiment essayer d'être le plus clair possible, euh, d'abord, c'est une question d'état d'esprit. Et c'est important, ce que je veux dire là, c'est-à-dire que c'est peut-être la chose la plus simple, mais c'est peut-être la plus importante aussi. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la réussite, c'est travailler beaucoup. C'est ok, je suis pas là pour le challenger, je suis pas là pour dire que c'est pas bien. Moi, c'est pas ma conception. Quand j'étais salarié, par exemple, j'étais manager, moi, je pouvais terminer avant mes équipes, ça me dérangeait pas. Tu vois, 16h, 17h, je terminais. Ce qui compte, c'est pas de faire pour faire ou de remplir des cases pour montrer que. Ce qui compte, c'est d'être en intensité et en intentionnalité là où on travaille et donc de faire de la qualité. Donc ça, c'est très important et ça se retrouve dans mon business aujourd'hui et dans mes activités. Je remplis pas, enfin, comment on dit déjà, je brasse pas de l'air pour brasser de l'air. Je fais Hmm. que des choses essentielles à mes business. Et ça, c'est hyper important d'un point de vue mindset. Le mindset, même si c'est un mot galvaudé, c'est hyper important. C'est vraiment les croyances vers lesquelles je vais ériger mon activité. Et donc, déjà de base, le mindset. Ne pas assimiler le travail et le fait des efforts et le je travaille 80 heures par jour avec la réussite. Si déjà tu déconstruis ça, tu pourras construire une activité qui te permettra d'atteindre ce que j'essaye d'atteindre moi et ce que je considère avoir atteint. Donc ça, c'est la base. Vraiment, construction, mindset, croyance, etc. Je reviens pas dessus. Deuxième chose, une fois que tu... Je peux juste faire Pardon. si je peux Vas-y. rebondir brièvement, ça veut dire que tu as réussi à le construire sans avoir la culpabilité de ne pas être Complet. focus 24 sur 24. Complet. Alors, mais moi, je suis un feignant. Non, mais c'est Non, hyper mais intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est... notamment en entrepreneuriat, même des postes de Mais bien cadre, sûr. etc., qui effectivement renvoient la performance au temps Bien sûr. et qui ont peur aussi du regard des autres parce que celui qui quitte à 17 heures potentiellement peut être jugé par un autre copain cadre et dire, mais il fait pas Mais le taf. complètement, mais complètement. Ça demande un ancrage solide, des convictions fortes, et puis cette volonté de se construire soi, sa propre identité. Et ça, je le vois. Tu sais, moi, mes clients dans le bootcamp, c'est des coachs qui sont très perfectionnistes, qui se lancent. Parce que, tu sais, c'est lié au regard des autres, comme tu dis, donc au syndrome de l'imposteur, donc à l'estime de soi, donc au perfectionnisme. Parce que Hmm. perfectionnisme égale, je veux montrer que je suis parfait parce que je vais être jugé. Mais quand tu déconstruis ça, donc ça demande de l'ancrage, ça demande de la confiance, ça demande de l'action. Parce que pour moi, la confiance et la motivation, notamment, viennent de l'action, pas l'inverse. C'est plus en faisant, en se trompant, en expérimentant, en renvoyant des signaux à son mental et à son corps, parce que c'est ça l'action. Hein. Quand je vais me planter devant des gens, ben, en fait, mon corps et mon mental vont enregistrer quelque chose. Et il va se dire qu'en fait, c'est pas dangereux, c'est OK. Et donc, je vais bâtir sur ce que je viens de faire et aller plus loin. C'est en faisant tout ça que je déconstruis ce côté que je vois beaucoup chez mes clients, et tu as raison, bah, le regard des autres, faut faire tel, etc. Donc oui, c'est une déconstruction qui passe par l'action. Et après, je construis en conscience un business qui répond à ce que je veux. Et j'insiste sur le ce que je veux. Parce qu'au début, je voulais pas ce que je veux aujourd'hui. Donc au Ouais. début, je travaillais peut-être plus parce que j'avais cette vision d'entrepreneuriat qui était de dire je veux gagner beaucoup d'argent. Et je voulais ça, pour les raisons qui étaient les miennes, que pour les raisons qui sont. L'entrepreneuriat, c'est gagner de l'argent. Hein. Faut pas être dupe non plus. Hein. Si je Ah crée oui. une entreprise, c'est pas pour faire du mécénat ou de l'associatif. Sinon, je crée une association. Si j'ai une entreprise, c'est que je suis un acteur économique dans un marché de données. Donc, je crée de la valeur et donc, je dois gagner de l'argent. Il faut pas. Ça, il faut pas. L'argent, c'est pas sale, d'accord? Parce que moi, encore une fois, chez les coachs que j'accompagne, il y a un gros rapport à l'argent. Ah, J'ai chez les bien coachs, il y a conscience de beaucoup, ça. ouais, bien Mais sûr. encore plus chez les coachs, parce qu'il y a ce côté, voilà, transmission, aide. Oui, si je fais payer quelqu'un qui, des fois, se Voilà. sent pas très bien, je l'enfonce. Mais non, au Et contraire, voilà. tu lui offres une solution, une porte de sortie. Ouais. Absolument. Et du coup, au début, dans l'identité que je voulais construire, c'était un entrepreneur à succès. C'était comme ça. Donc, je faisais tout pour. Et donc, je suis passé par une phase où j'ai beaucoup fait. Tu vois, je suis passé par une phase où je faisais beaucoup, je commençais à recruter des personnes, je voyais grand, tu vois, scale, automatisation, délégation, bon, peut-être que tu dois certainement connaître tout ça, mais tunnel de vente et compagnie.
À un moment donné, je me suis dit, mais oh, c'est chiant, quoi. C'est pas moi, c'est chiant, etc. Ouais. Et jusqu'à me recentrer sur, attends, c'est quoi l'identité que tu veux nourrir? Et ça, j'insiste. C'est quoi l'identité que je veux nourrir? La personne que je veux être, la personne que je veux montrer aux gens qui comptent pour moi. Et surtout, c'est quoi la vie que je veux avoir? Et puis, il y a eu un shift à un moment donné. Ça, c'était il y a peut-être un an ou deux, tu vois. C'est assez récent quand même, hein. J'ai jamais trop travaillé, mais j'ai quand même une phase où j'ai fait plus. Tu vois, je faisais 2 à 3 podcasts par jour, par exemple, d'enregistrement. Donc en fait, et tu sais ce que c'est les podcasts, à quel point c'est dur la post-prod, enfin, c'est Déjà, le chronophage. recrutement pour avoir des Ouais, le interviews en place, recrutement, bien enfin, bien. c'est lourd, quoi. Donc tout ça, j'ai arrêté, et puis maintenant, voilà, je sais que la vie que je veux, c'est pas ça. Moi, je sais ce que je veux en termes de sécurité financière, je veux pas grand-chose, j'ai un minimum. Attention, je dis ça, c'est facile pour moi aujourd'hui de dire ça. Quand on se lance, moi aujourd'hui, j'ai une forme d'autorité sur le marché, j'ai une forme de crédibilité, j'ai tout un système qui fonctionne, je sais comment ça fonctionne, donc voilà, j'obtiens des clients, si tu veux, plus facilement que quand on se lance. Il y a quand même ça à tenir en compte. Mais une fois qu'on a ça, ben moi, c'est ce que je dis à mes clients. Ben, je fais tout pour construire un business. Et comment je fais? Eh ben, c'est simple. Je priorise ce que je veux faire pour moi dans ma semaine. Et je sais que le mercredi et le vendredi, je travaille pas. Le mercredi, c'est les enfants. Le vendredi, c'est avec ma femme. On va marcher, etc. Je sais que le lundi, c'est full pour mon activité propre, le bootcamp. Donc, je mets tout sur le lundi. Et le mardi, à partir de 15 heures. Et je sais que le mardi matin jusqu'à 15 heures et le jeudi toute la journée, c'est full pour mon autre activité, hors camp de base, quand je suis 36 heures en montagne. Mais ça, on le fait qu'une fois par mois. Et du coup, comme ça, tu vois, j'ai structuré, je sais exactement ce que j'ai à faire. Mes clients savent exactement quand me solliciter. Et ça se passe super bien. Et je sais que le mercredi, le vendredi et le jeudi après-midi, enfin, après mon autre activité, je suis cool. Et le week-end aussi. Donc voilà, j'ai essayé de faire une réponse, je sais pas si elle a été claire, mais Donc, qui ce est qui partie marche vraiment en pour toi, c'est le entonnoir, quoi. compartimentage Ouais. de ta semaine. Ce qui marche pas pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont pas du tout se plaire là-dedans, et qui vont se trouver peut-être un peu trop contraints Oui, par rapport à ça. Mais toi, ça marche. C'est une formule qui fonctionne. ouais, ouais, ouais. Alors, t'as raison, ça marche pas pour tout le monde déjà. Question de croyance, de fonctionnement, et puis aussi pour tous les business. Moi, je suis dans le service, j'ai un gros business en digital. Donc, moi, mes clients, le lundi midi, on fait un collectif, tous les lundis midi, et ensuite, mes clients me sollicitent quand ils veulent en illimité. Et tu vois, ça peut paraître paradoxal, les gens vont se dire, attends, en illimité, du coup, comment il fait? Hmm. Mais cet illimité, il est compartimenté. Mes clients m'appellent quand ils veulent, enfin, on prévoit les visios quand ils veulent, le lundi toute la journée, le mardi à partir de 15 heures et le mercredi un peu après 18 heures. Tu vois, donc j'ai passé Donc, la journée avec autrement mes dit, enfants. quand tu es pendant ces 2 mois de vacances consécutives avec tes enfants, ça veut dire que tu restes Ouais. disponible. Ça veut dire que je reste disponible, mais je coupe tout ce qui est podcast, par exemple. Je vais couper tout ce qui va être visio ou autre, tout ce qu'on peut faire à côté. Je vais beaucoup réduire mon autre activité aussi. Et du coup, pendant les vacances, et puis quand je veux partir 2 semaines et rien faire, je travaille avec des partenaires à qui je délègue des choses. Ok. Par exemple, le collectif, il y a des prestataires qui interviennent à ma place, des coachs spécialisés dans telle particularité. Ben, c'est eux qui vont faire à ma place et je préviens mes clients pour dire cette semaine, je bosse pas, donc prenez rendez-vous avant ou après. Et Ok. je le fais quand je veux, c'est souple et les clients comprennent parce que le reste du temps, je suis tout le temps disponible pour eux. Donc Donc, voilà, tu es c'est capable compartimenté aussi effectivement. d'annoncer tes contraintes, de sorte que les autres s'adaptent aussi en fonction de tes contraintes, parce que beaucoup Oui, souffrent aussi de cette incapacité à fixer les limites, fixer le cadre dans lequel toi tu es ouais, disponible et accessible. Et là, très juste. effectivement, tu risques de te faire déborder. Et je pense que ce que beaucoup expérimentent en tant que maman et papa, c'est de se dire aussi, bah, quand je suis avec mon enfant, déjà, j'ai pas beaucoup de temps avec lui, mais quand je suis avec lui, je suis en train de penser à autre chose et souvent Oui, s'en veulent par rapport à ça. Et quand ils cherchent à avoir une journée pleine avec leur enfant et qu'à l'issue de la journée, ils se rendent compte que ben, finalement, ils n'ont pas été tant présents que ça, moi, le message que j'ai envie de leur transmettre, c'est des fois, mais il vaut mieux 20 minutes de vraie pure qualité où au moment des 20 minutes, tu mets, admettons, ton téléphone en mode avion. Tu ouais, prends, même si c'est que 20 minutes, au moins tu sais que pendant 20 minutes, tu y es et t'exprimes de la joie à être avec ton enfant, à recevoir aussi à mesure que tu lui donnes. Et puis même si c'est que 20 minutes, après tu remets ton téléphone et c'est OK parce que bah, t'es peut-être dans phase de croissance, t'as peut-être des responsabilités qui t'incombent, t'es cadre et puis je sais pas, t'es dans le commerce et t'as besoin d'être accessible bien sûr. parce que le magasin est ouvert le samedi, que toi tu travailles du lundi au vendredi, mais qu'il faut quand même répondre à tes responsabilités le week-end. Enfin, et auquel cas, c'est OK. Mais sortir aussi de cette culpabilité, de se dire, bah, je suis en train Ouais, de penser à autre chose, ou je suis pas vraiment là. OK. On peut faire des choix, on peut arbitrer. Et c'est pas parce que, admettons, aujourd'hui, tu es dans le podcast qu'il faut tendre à aller dans la même direction que toi. Ça peut être pour certains une source d'inspiration, mais il faut pas que ça devienne
le truc où je me compare et tiens, j'y arrive pas, donc bien j'endosse pas le sûr. bon rôle, je suis pas bon, etc., etc. Parce que Ouais. moi, ce que je me dis beaucoup, c'est qu'en tant que parents qui expérimentons aussi bah, notre vie privée à nous, en tant qu'individus, mais également professionnels, au bout du compte, on fait souvent ce qu'on peut. Oui, on fait toujours très souvent ce qu'on peut, absolument. Mais je vais rebondir rapidement sur ce que tu as dit, mais parce que je ne l'ai pas précisé. Euh, D'abord, il faut surtout pas se comparer, hein, comparaison n'est pas raison. Il faut pas culpabiliser. Par contre, c'est encore une fois hyper important de se dire, je reviens là-dessus, mais c'est important. Qu'est-ce que je veux, quoi? Et une fois Ouais. que j'ai le qu'est-ce que je veux, comment je le remplis? Parce que, par exemple, sur l'histoire des réseaux sociaux, des notifications, etc. Moi, j'avoue, je suis pas exemplaire là-dessus. Je suis pas le meilleur. Pourtant, tu vois, j'ai conscience, je fais des efforts, mais je me fais bouffer par les réseaux sociaux pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et ce que j'essaye de faire, je le fais pas tout le temps, mais j'essaie le plus souvent de le faire, c'est que quand il y a mes enfants, je mets mon téléphone effectivement en mode avion, en tout cas dans une autre pièce. J'essaie vraiment de le faire et je le retouche pas avant le soir parce que j'aime bien travailler le soir aussi. Euh, J'essaye parce qu'en plus du côté hyper tentant de la voir, etc. Il y a le côté aussi ce que les enfants voient. Et moi, je vois bien mon fils, malheureusement, comme j'ai dit, j'ai pas été exemplaire. Il me voit souvent sur le téléphone. Et donc, en rigolant, souvent, il me dit, ah, t'es encore sur Instagram ou sur les réseaux, tu vois. Donc, c'est bien qu'il a intégré le fait que je suis souvent sur le téléphone. Alors que, comparativement peut-être à d'autres, je suis quand même, enfin, je suis très présent. Et puis, je dois toucher le téléphone peut-être une demi-heure dans la journée quand ils sont là, tu vois. Mais ils le voient. Et donc, comme quoi, il faut faire gaffe aussi à ce que eux voient et perçoivent. Très important. Et deux dernières choses rapides. Si c'est un sujet chez les personnes, moi je l'ai expérimenté, je le vois bien. Quand je prends mon téléphone le matin, parce que je le fais hein, pour bosser le matin avant qu'ils arrivent, je le vois bien quand je j'ouvre LinkedIn et compagnie. Cognitivement, j'ai déjà perdu de l'énergie, je me fais bouffer par ces réseaux. Et donc même si je le fais le matin, par exemple de 7 à 8, qui se réveille à 8, et qu'après je les touche plus, il y a une partie de mon attention qui a déjà été absorbée. Et ça, c'est un petit hack, enfin une petite astuce que je peux donner à ceux qui voudraient s'en sortir, enfin, voilà, aller sur ce chemin-là. Et moi, j'essaye de le faire, c'est si vous voulez être présent pleinement avec eux, le week-end par exemple, en tout cas, parce que c'est plus facile le week-end, vraiment, ne touchez pas votre téléphone et les réseaux parce qu'une partie de votre attention va être absorbée et vous ne la récupérerez plus avec vos enfants. Et moi, je l'expérimente au quotidien. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que on se rend pas compte à quel point c'est nocif ces réseaux sociaux. J'ai vu l'autre jour, justement sur Insta, je crois, une femme qui exprimait le fait qu'à un moment, il y a un papa, il était sur son téléphone et l'enfant à côté se met à pleurer parce qu'il a été percuté par un autre marmaille ou tu vois, sur une aire de jeu. Le papa réagit pas du tout, il s'en rend pas compte alors que Ouais. l'enfant était à côté de lui. Elle est intervenue, elle l'a rassuré, elle l'a calmé, elle lui a prodigué des petits gestes, etc. Pendant tout ce temps-là, le papa n'a rien capté du tout, Mais quoi. ouais, Et mais ouais, elle c'est disait, j'aurais terrible. pu me barrer avec l'enfant, c'était pareil. Non, effectivement, c'est extrêmement prenant. Et moi, les remarques que tes enfants t'adressent, je les reçois aussi. Et souvent, Aussi, je me ouais. dis, ah, attends, j'ai encore mon téléphone à côté de moi, quoi. Et il est là. C'est vrai que on l'a, quoi. Il est là. C'est assez Mais c'est terrible. Mais c'est c'est assez terrible. incroyable. Mais tu vois, pour autant, tout à l'heure, tu disais, ah, quand on était gamin, moi, gamin, je me souviens quand même passer du temps devant la Game Boy, la Nintendo. Ça existait déjà. Moi, je me souviens, on jouait avec Ouais, les mais copains. Par contre, j'étais dehors et vas-y. effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'à l'âge de 9 ans, moi, quand je dis ça à ma femme, elle devient folle, mais je sortais, je traversais le village en toutes parts, etc. Mes parents ne savaient pas du tout où j'étais. Je me suis tapé des grosses gadins aussi à finir à l'hôpital, à m'ouvrir le coude, enfin des trucs, voilà. Mais effectivement, il y avait une forme d'insouciance dans le sens où aussi on laissait son enfant plus facilement sortir qu'aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on est des parents qui avons conscience qu'on aimerait être disponible, etc. Mais peut-être qu'on l'est en étant à côté d'eux plutôt que de les laisser enfin, expérimenter par eux-mêmes. Ah, mais complet. C'est un peu comme Montessori et compagnie, mais moi j'aime beaucoup ces philosophies-là qu'on retrouve aussi dans le management. C'est un tout autre sujet, mais comme j'étais manager, ça m'a beaucoup intéressé aussi, ces formes d'horizontalité et pas de verticalité. Mais euh, il y a un truc qui peut-être n'existait pas avant à cette époque-là, c'est le côté quand on jouait, parce que c'est vrai qu'on jouait quand même. Moi, je me rappelle Pokémon à la Game Boy, ça existait déjà. Il y avait pas ce côté interactif, interaction qu'il y a aujourd'hui avec les jeux, les gamers ou les réseaux sociaux, avec l'autre. C'est-à-dire qu'avant c'était toi avec toi-même.
Et voilà, tu n'avais pas le côté interaction qui biaisait un peu le rapport au jeu, parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, c'est un peu, c'est tout autre, mais c'est signe, c'est symptomatique. La course à pied et Strava. Tu connais sûrement. Strava qui est une application pour rentrer ses données, enfin ses courses, etc. Aujourd'hui, moi le premier, hein, on le fait tous avant tout pour montrer aux autres ce qu'on a fait. Et c'est plus un truc pour soi. Et du coup, il y a un peu ce rapport à soi et aux autres qui a beaucoup évolué. Et ça, c'est les réseaux sociaux, pardon, qui ont explosé ça. Et je pense que c'est là où c'est dangereux. C'est le rapport aux autres et à soi. Et dès que ça devient Ouais. un rapport aux autres, ça devient dangereux. Mais tu vois, moi, ça me renvoie à un truc, c'est que pour autant, un des bénéfices à ça, c'est que tu es dans la projection de je dois le faire. Donc je vais le faire. Moi, Aussi. depuis que j'ai arrêté de porter ma Garmin en début d'année, j'ai fait Ouais, vachement moins de volume de sport que l'année dernière. Parce que je suis pas dans ah putain, j'ai ma montre qui me renvoie psychologiquement au fait que c'est une montre de course à pied ou de vélo ou de natation. Et donc, du coup, eh ben, j'ai moins cet ancrage-là qui me fait penser, ah, ça serait bien que j'y aille. Et donc, du coup, cette année, mon volume de sport, il a vachement baissé. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a aussi des opportunités à ça. Il y a bien une sorte sûr. d'entraînement en soi. Ça nous oblige un petit peu. Et en soi, la contrainte, même si elle revêt cette forme-là, moi, je trouve qu'elle a plutôt des attraits. Pour autant, c'est comme en toute chose. C'est quelle mesure on y met, quelle proportion on va mettre à Et ça. c'est ça. Aujourd'hui, quelle est la plus grosse difficulté à laquelle tu fais face, toi, justement, dans la gestion de ton quotidien, la conciliation entre vie privée et vie pro? Est-ce que tu vois que tu as encore des zones de challenge vers lesquelles il faut que tu sortes les rames? C'est quoi ton prochain niveau de complexité? Ton prochain gros, comme dans les jeux vidéo, là, on avait Le le boss. prochain démon ou le prochain boss, voilà, exactement. Ouais. Euh, alors, ouais, c'est une bonne question. Je ne m'étais pas posé. C'est quoi ma prochaine difficulté ou la difficulté actuelle qui me resterait? Alors, je sais pas si ça, je sais pas si ça répondra à la question. Peut-être. Mon intention ou objectif, c'est de plus en plus aller vers cette deuxième activité en montagne, Ouais. pour faire simple. Parce que voilà, c'est un métier de rêve, hein. Je suis en montagne avec des gens, on passe 36 heures, on a des discussions profondes et on mange de la raclette, quoi. Si tu veux, c'est le plus beau métier du monde, quoi. Donc, mon but, c'est d'aller de plus en plus, en tout cas, de développer de plus en plus cette boîte-là. Et en allant vers ce développement-là, à un moment donné, ça risquerait d'empiéter éventuellement Ouais. sur l'équilibre que j'ai trouvé. Donc, ma difficulté, ça risque d'être celle-là. Aujourd'hui, j'en ai, en termes d'équilibre, hein, vraiment, si je réponds à la question de l'équilibre, du temps, etc., pro-privé, vraiment, j'ai atteint je pense, mon sommet, on va dire. Allez, peut-être moins de réseaux sociaux, éventuellement. Mais vraiment, j'ai atteint, on me croit pas souvent quand je dis ça, mais je travaille pas plus de 24 heures par semaine, quoi. Et pourtant, j'ai deux activités, je fais du trail, j'ai mes enfants, et mes activités, elles fonctionnent, ça marche. Je fais pas des millions, mais ça marche, tu vois, c'est exactement ce que je veux. Donc je veux pas plus en fait. Mais le prochain défi, challenge, c'est quand on va passer sur une transition sur le développement de notre activité. Là, il y aura peut-être un risque ouais, de rompre cet équilibre. Et voilà. Je sais pas si ça a répondu à la question vraiment, véritablement. En tout cas, ça renvoie à l'idée que si tu développes ça, tu vas venir perturber cet équilibre que tu as réussi à rendre optimal Il y aujourd'hui. a un risque, ouais. Ouais, ouais, il y a un risque. Mais j'en ai conscience. Est-ce que c'est un rapport au cycle, une notion de cycle, de se dire que toute chose est contrainte dans le temps, dans sa durée, et qu'il faut faire vivre ces cycles-là? Et parce que moi, je pense que à mesure qu'on avance, et notamment dans la conscience des choses, on élève son niveau aussi de complexité. On tend à aller vers des choses plus complexes parce que on est régi par ça. Si on veut grandir, évoluer, ça veut dire qu'il faut tendre bah voilà, à défaire des choses qui sont des nœuds, quoi, à défaire des nœuds. Aujourd'hui, si tu as atteint ce niveau-là, est-ce que tu n'es pas dans un niveau de confort qui est peut-être un petit peu trop important? Et qui dit confort dit aussi les hormones du confort et qui tendent aussi à nous endormir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'endors? Très juste. C'est très juste. Tu sais, c'est un peu le. Oui, ouais, non, mais pour moi, je considère qu'une entreprise, un business, peu importe, ça ne peut pas stagner. C'est un perpétuel cycle, perpétuelle évolution. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de confort, en fait, effectivement. Et donc, le risque, il est, comme tu dis,
d'être dans un confort qui devient inconfortable d'un point de vue business. Et donc après, d'un point de vue équilibre, parce que si ça marche plus, je vais devoir faire plus pour que ça marche. Euh, ce qui est sûr, c'est que, un peu comme ce que tu dis, ça peut penser à Dunning-Kruger, quoi. Ce côté, plus j'avance dans le champ de la compétence ou de la connaissance, plus je me rends compte de mon ignorance, en fait. Et donc de la complexité. Si, forcément. Mais j'accueille, tu vois, j'accueille, c'est ok. Encore une fois, je cherche pas à tout maîtriser. Je cherche pas à tout structurer, à tout planifier, à avoir la vision sur 5-10 ans, etc. Euh, je cherche à vivre vraiment intensément l'instant présent. J'essaye, mais j'arrive pas tout le temps, à me faire confiance et à faire confiance à la vie, sans être rhétorique, hein, mais à me dire, voilà, tu sauras faire, tu sais faire. Il y a des choses inconscientes qui se jouent aussi que tu maîtrises pas. Et Ouais. par contre, j'essaie de garder en tête que ce qui est le plus important pour moi, c'est garder cet équilibre avec du temps pour ma famille, du temps de qualité pour ma famille, et parce que moi aussi, j'ai pas envie de me bouffer avec le business et voilà. Donc oui, peut-être que je vais pas y arriver plus tard, peut-être que j'aurai de nouveaux enjeux, peut-être que ça va rompre cet équilibre, mais c'est ok. J'accueille et je suis pas en train d'essayer de le maîtriser. Par contre, j'ai bien conscience que ce sont des cycles qu'il va falloir à un moment donné peut-être me rechallenger sur certaines choses. Toi qui parviens à passer beaucoup de temps avec tes enfants, manifestement, si demain les deux de concert te disent, oh papa, tu nous colles trop, t'es trop là, lâche-nous la grappe. Je serais le plus heureux. Non, mais c'est marrant parce que moi j'ai une vision de la parentalité pour le coup qui est très, bah, ça revient un peu à ce que je disais au début, mais c'est pas responsabilisante, mais c'est le côté, moi si mes gamins me disent je vais dire à 18 ans, mais même à 16 ans, je sais pas si on peut vraiment, mais à 18 ans, je m'en vais, je fais le tour du monde, ou je vais étudier, etc., Ils bah, vont pas attendre 16 je ans suis pour te plus heureux, quoi. challenger comme ça, et il y a l'adolescence qui va arriver à Ouais, la ouais, non, fin. mais bien sûr. Ouais, bah, adolescence, moi, ça, je redoute cette période. Non, moi, ça me dérange pas, ça. Tu vois, c'est un peu comme le côté travail, c'est-à-dire, euh, quand je bossais, comment dire, c'est pas parce que je suis tout le temps avec eux que je dois être tout le temps intensément avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, mais si, quand je suis là, d'ailleurs, quand je suis là, souvent, je lis un livre, mais je suis là. Et Ils savent donc, que s'ils ont tu es besoin de là. moi, je suis là. Mais je cherche pas, ma femme m'a plu. Je disais, ils savent que tu es là. Comme Ouais, ils une savent que je suis ressource, là. une disponibilité, peut-être, non? Ouais, et puis je cherche pas à combler ce temps. Ma femme a plus de mal avec ça, tu vois. Elle essaye de beaucoup les occuper, faire des choses parce qu'elle est là. Moi, là-dessus, je culpabilise pas, tu vois. Je suis là, ils sont grands, quoi. Vous vous occupez, ça me renvoie à mon enfance. Moi, quand j'étais petit, je jouais seul, quoi. Mais par contre, je suis là. Et donc, quelque part, je pense pas qu'ils me diront lâche-moi parce qu'en fait, je suis pas derrière eux, mais je suis là. Donc, j'espère qu'ils me diront pas ça, mais si c'est le cas, je t'appellerai et je te demanderai comment on fait. Enfin, en tout cas, de manière évidente, il faudra l'accueillir. T'auras pas ils te Ouais, laisseront c'est sûr. pas. Mais ça renvoie à la question de d'oser son enfant expérimenter, se tromper. Et je pense que quand on dit, tu sais, petit enfant, petit problème, et grand enfant, grand problème, je me pose souvent la question, c'est est-ce que c'est pas justement le fait de savoir que ton enfant est en train de commettre une énorme connerie et de le laisser y aller quand même? Bah, moi, j'aime bien cette vision. Je trouve que c'est super dur aujourd'hui pour les parents qu'on C'est est. super dur. Ouais, parce que pression, parce que tout, parce que comparaison, réseaux sociaux, pression. Mais moi, j'adore cette vision. Moi, j'adore la vision de dire, moi, s'ils sont 2 heures à s'ennuyer et à rien faire ou à faire des trucs nuls, j'adore, enfin nuls, ou à se faire mal, entre guillemets, hein. Moi, j'adore cette vision parce qu'en fait, bah, ils expérimentent quoi. C'est vraiment le côté Montessori, c'est très comme ça d'ailleurs. C'est regarde, c'est là, expérimente et puis je t'explique une fois, éventuellement, mais fais quoi, trompe-toi et puis si y a besoin, je suis là quoi. Et moi, j'aime beaucoup cette vision. Si tu devais avoir une réflexion, une approche au moment de la parentalité, tu sais, un truc qui infusait du fait de ton métier d'accompagnateur, de coach, quelle vision toi tu as eu que d'autres parents, d'autres pères n'ont peut-être pas eu? Tu vois, il y a un questionnement, une intention, une volonté de... Est-ce qu'il y a un truc, tu penses, qui émane de ta profession et qui t'a influencé dans ton rôle de père? Donc que moi j'aurais eu et que j'observerai moins chez les autres parce que ce métier de Ou coach quelque chose m'aurait que tu as influencé. appliqué parce que tu as une forme de conscience. Tu vois, je te donne un Ouais, je exemple. vois, je vois. Un conseiller en gestion de patrimoine, peut-être qu'à la naissance de son fils, son premier réflexe, c'est de Ah lui oui, faire un contrat d'assurance vie. Tu vois, parce que c'est pas son mal comme métier va tout de exemple. Ouais. suite infuser ça. Est-ce que toi, il y a un truc spécifique où à un moment, tu t'es dit, tiens, moi, je serai vigilant ou j'aurai l'intention de parce que je suis coach et que je suis éveillé à Ouais. tel sujet? Ouais, bah, c'est une très bonne question. Bon, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté porter attention à soi et aux autres.
Ça, j'insiste beaucoup sur ça. Comment ça se manifeste? Bah, ça va être leur poser la question, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as apprécié là-dedans? Est-ce que tu es fier de toi, hein, fameuse question. Ah, Euh, je voulais te la poser la question de tout à l'heure. Excuse-moi, je te coupe, mais tout à l'heure, elle m'a ouais, bien vraiment fait sûr. penser, je l'ai laissé passer. Est-ce que tu es de la team à dire je suis fier de toi à ton enfant ou à l'inviter à exprimer le fait qu'il peut être fier de lui-même? Les deux, les deux. En général, à la fois je lui pose la question et à la fois je lui signifie. Quand on signifie, ça fait un peu bizarre comme mot, mais ouais, je lui signifie, c'est-à-dire que ça fait un peu On envoie un huissier, tu sais, mail. je signifie, ouais, je l'envoie, mais c'est un peu ça. C'est je lui montre ou je m'assure qu'il est compris, qu'il est perçu que je suis fier de lui, Ok. parce que parfois, ils peuvent ne pas le percevoir, et parce que les enfants, comme nous adultes, mais enfants encore plus, ils ont un besoin viscéral de reconnaissance, d'attention, d'affection, et que parfois, c'est pas, c'est bien de le dire, c'est bien, les mots sont faits pour ça. Donc, à la fois, je lui pose la question, à la fois, je lui signifie, et c'est la dernière chose que ce que mon métier, entre guillemets, me permet d'essayer d'appliquer avec mes enfants. Ça, c'est plus subtil, mais j'essaye le plus souvent de ne pas leur poser des questions fermées, mais des questions ouvertes. Ok. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je l'ai dit un peu en levant les yeux, mais c'est pas tant est-ce que tu es fier de toi, c'est plutôt comment tu te sens. Parce que, et ça c'est en coaching, hein, mais la question fermée va induire la réponse et puis surtout va fermer le niveau et la qualité de la réflexion, parce que oui, non, ça amène aucune réflexion. Comment tu te sens, ça demande la réflexion. Et ça, c'est peut-être le plus gros truc que si je pouvais donner un truc aux parents, en toute humilité, hein, ce serait d'essayer de plus souvent poser des questions ouvertes et pas fermées, pour pas induire. Ouais, mais j'ai une question qui m'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui risque de se passer avec tes enfants si demain ils sont dans le monde de l'entreprise et qu'ils sont face à un management parfaitement binaire? Est-ce qu'ils vont Alors, réussir à s'épanouir dans cet environnement-là alors qu'il y aura ce niveau de contrainte? bah, je ferai tout pour qu'il soit pas dans une entreprise déjà. Je rigole. Je plaisante, mais Ouais, tu vois, tu non mais projettes beaucoup non mais aussi c'est en important. Ouais, étant ouais, non mais dans t'as ce raison. modèle-là. T'as raison. D'abord, je pense, je vois plutôt le côté positif, moi, de être en capacité de détecter ce qu'est un bon et un mauvais management, et donc potentiellement toxique, hein, parce que moi, c'est ce que tu dis, c'est pour moi, c'est du, enfin, tu t'as pas été jusque-là, mais ça peut très vite devenir toxique, et Non, mais donc des très vite fois, va te, l'entreprise nécessite aussi qu'on agisse par oui, par non, et qu'on fixe le cadre et qu'on s'y tienne. ouais, Ça peut ouais, même non être mais c'est juste. aidant dans l'expression de sa propre expertise. Au moins, ça met sur les bons rails. Tu vois, c'est des bénéfices qu'on peut trouver à ça. Parce que si l'entreprise a besoin d'avancer sur la vitesse 1 et que toi, tu es en vitesse 2 ou inversement, peut-être que des fois, il faut réussir à se rapprocher. Et c'est la nécessité aussi d'avoir un manager qui te cadre. Ouais, ouais, non, mais c'est juste, t'as raison. D'ailleurs, tu vois, je le vois moi dans mon fonctionnement j'ai toujours été un très bon collaborateur, mais il est arrivé très vite un moment où je devenais un très mauvais collaborateur. Très bon parce que je suis quelqu'un d'assez, voilà, je suis simple, je suis ouvert, je suis très facile, je suis très simple, j'aime aider, j'aime être dans l'action, j'aime rentrer dans le truc, mais très vite, je vois là où ça fonctionne plus et j'ai envie de challenger. Et donc, c'est là où Ouais. je deviens le mot parce que là, effectivement, le côté cadrant vient embêter. J'ai envie de te dire, ça vaut ce que ça vaut et c'est peut-être pas la meilleure des réponses, mais euh, tant mieux quand même. Tant mieux s'ils challenge, tant mieux si ça se passe mal, bah, ils partiront. D'autant que ma conviction, c'est que demain, la société va beaucoup évoluer là-dessus, que demain, bah voilà, avoir un job, le CDI, c'est plus du tout l'apanage de la sécurité ni rien, et que peut-être que c'est mieux d'avoir un CDD et butiner comme ça, tout en lançant son projet ou son side project. C'est une vision que j'aime beaucoup. Voir qu'il n'y en Non, aura pas que du freelance d'ailleurs. Enfin, moi, c'est l'action que je voir qu'il fais. y aura que complètement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils deviennent plus entrepreneurs que salariés. Mais ça, tu vois, je leur dirai rien. Mais non, non, mais c'est une bonne question, t'as raison. Mais c'est ok avec ça. Donc là, on est Me clairement dans considère le pas registre malheureux, quoi. de ce que, on est clairement dans le registre de ce que tu as envie de leur transmettre aussi pour que eux puissent s'épanouir ou se développer en tant qu'adultes. C'est bien ça? Ouais, 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 ouais. Oui, je veux qu'ils aient cet esprit critique, je veux qu'ils aient ce côté challengeant, je veux ouais, ouais, je pense que c'est important et je veux qu'ils apprennent à faire simple tout en comprenant que le monde est complexe. C'est pour ça que la Ouais. simplicité, c'est pas juste simpliste, c'est-à-dire que simple, c'est être capable d'aller à l'essentiel et de voir ce qui est en soi et ce vers quoi. Qu'est-ce qui me rapproche le plus rapidement de mon but? Complexe, c'est que tout est nuance et rien n'est binaire. Et ça, c'est important. Et donc, bah, il y a de la nuance partout dans du management, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans plein de choses, dans l'émotion, dans tout. Et donc, poser une question ouverte, c'est apporter de la nuance à la question. Une question fermée, c'est apporter de la binarité. C'est pour ça aussi que j'aime bien la question ouverte. On est proche de la fin et tu m'inspires cette question-là. Euh, Comment est-ce que tu désamorces un conflit avec tes enfants?
Très, très mal. Clairement, je suis pas je suis pas, non, non, mais euh, on a toujours envie, c'est marrant avec ces questions, en tout cas au podcast, mais pas que, on a toujours envie un peu de prendre la meilleure partie de soi et de l'exprimer, mais en fait, il y a toute une partie Ouais, large de qu'est-ce l'iceberg. qui rejaillit en toi, justement, quand tu es hyper challengé par ton enfant et que c'est complexe? Non, je le fais mal. Moi-même, je gère mal mon émotion. Moi-même, je peux vite me mettre en colère. Euh, je pense que je me repose beaucoup sur ma femme, qui encore une fois, et pour moi, ça fait partie de l'intelligence, ça, cette capacité à couper, c'est ce que j'appelle ces schémas automatiques. C'est que ce côté très réflexe, très instinctif, mais cette capacité à faire jouer un peu le cerveau, le cortex, quoi, préfrontal, de couper et de te dire, attends, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est bon pour moi. Ça, c'est ce que je devrais faire, mais que je n'arrive pas. Donc, à ta question, mal, clairement. Par contre, en tout cas, sur l'instant, je ne fais pas ce travail que je devrais faire et que je m'applique à faire en coaching avec Ouais. mes coachés. Mais assez rapidement, en poste, enfin juste après, très rapidement, j'essaie de me dire, attends, ok, comment je recrée le lien? Parce que pour moi, et ça va être un enjeu quand ils seront plus grands notamment, de garder le lien, ça va être fondamental. Hum. Surtout pas rompre le lien. Et ça, j'ai pas la réponse. C'est un vrai challenge, c'est une crainte que j'ai avec l'adolescence notamment, mais comment garder le lien. Et c'est pour ça, quelque part, que le sport, en tout cas le trail, et on essaie de faire pas mal de randonnées avec eux, et j'y vois un moyen de faire du lien, et tu vois, notre activité où on marche, et on fait du coaching, c'est un peu, il n'y a pas de hasard, hein. C'est Ouais. un peu ce côté, parce en étant dehors et en mouvement, pour moi, c'est beaucoup plus simple de garder le lien avec soi et avec l'autre. Et j'espère qu'ils viendront courir avec moi, tu vois. Bah, en tout cas, dans le mouvement et notamment dans la relation avec ses enfants et toute autre personne, il y a aussi ces pierres qui viennent joncher le chemin et qui créent les embûches, quoi. Donc, Ouais, complet. ça fait partie du truc aussi, et de penser qu'on peut passer outre. À mon avis, c'est un peu se voiler la face. Et c'est là où il faut être aussi vigilant par rapport à ce que renvoient les réseaux sociaux qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et je vois beaucoup trop de gens qui rentrent dans le prisme de la posture parfaite et qui en souffrent énormément. Je pense qu'il faut accepter aussi Ouais, cette idée que, et je suis ravi que tu le dises toi en tant que coach, je gère mal. Et en fait, c'est ouais, OK. ouais, non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, mon enfant va apprendre énormément de bénéfices au fait que j'ai mal réagi, parce qu'il va mieux comprendre aussi bah, que si mon père, Oui, qui lui généralement est très positif, bien orienté, etc., et que de temps en temps il n'arrive pas à réagir correctement, bah, il est en train aussi de me montrer ce qui est réellement la vraie vie. Et grâce à ça, je vais pouvoir me construire. Donc, c'est autant bénéfique qu'on peut le juger mal. Et c'est bien de temps en temps de se réconcilier avec ça, ça permet d'avancer avec un peu plus de sérénité. On est parents et on n'est pas parfait et c'est OK. Et ouais, non, mais c'est heureusement clair. pour soi, ça permet de grandir et heureusement pour l'enfant, c'est l'occasion aussi pour lui de découvrir autre chose. Ouais. Ouais, on a 2 petites minutes pour clôturer. Si, avant de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, notamment, s'il y avait un conseil que tu pouvais te donner à toi il y a 10 ans, quand ta femme était enceinte, ce serait quoi? Soit ce conseil-là, ce serait. Je réfléchis, hein, si tu me permets, parce En que c'est prie, une bien sûr. question qui Pendant mérite ce la temps-là, réflexion pour messieurs, le dames, coup. je vous mets une petite musique d'ascenseur. C'est ça. Je dirais, n'aie pas peur de t'excuser auprès d'eux. Parce que tu vas faire plein de choses pas bien, hein. Tu vas t'énerver, parfois tu vas aller gronder, parfois tu auras des gestes mal placés. Je rassure, je tape pas mes petites fessées de temps en temps, ça peut arriver malheureusement. Non mais et du coup, n'aie pas peur de t'excuser, parce que souvent dans ces moments-là, dans ces émotions fortes, il y a un Lego qui est là aussi, et on veut, en tant que parent, parce qu'on nous a appris, se mettre au-dessus, avoir une forme d'autorité, et donc une forme de soumission pour l'enfant, qui pour moi est terrible. C'est certainement la pire des choses, c'est de leur montrer qu'ils sont, de subir cette soumission-là. Pour moi, c'est vraiment la pire des choses. Et donc, ne pas avoir peur de s'excuser, parce que tout de suite, ça se fait remettre au même niveau, et ça te redonne de l'importance et de la place à l'enfant. Et je l'ai pas toujours fait. Et voilà, c'est un truc, voilà, n'aie pas peur de t'excuser auprès d'eux quand il faudra le faire. Est-ce que c'est pas une manière aussi de venir se réconcilier avec soi-même et peut-être même de tendre à diminuer ces effets-là sur d'autres Bien sûr. moments qui créeraient cette forme de violence qui émane de soi, qui rejaillit? Violence, on comprend bien que je suis pas non Oui, plus dans le physique, mais c'est vrai qu'on a souvent en tant que parent, on l'expérimente sous le coup de la fatigue, d'une réaction, d'un coup qui nous surprend, on peut avoir un truc qui émane de soi.
qui est hyper puissant, qu'on n'aurait pas imaginé et qui peut venir de manière très brutale. Et je pense que de l'accepter et de s'autoriser à avoir agi comme ça aussi en tendant à aller vers le pardon, c'est peut-être une manière aussi de commencer à apprendre à le contrôler. Mais t'as très bien résumé, c'est exactement ça. Ça permet d'apaiser, de post-rationaliser, et donc d'accepter et de se foutre la paix un peu. Non, se foutre la Euh, paix. Ok, top. ouais, On peut rester là-dessus. Se foutre la paix, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? ça me va bien. Top. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Alors, bah, écoute, très très facilement sur LinkedIn, Cédric Khalifa, je réponds à tous les messages, parce que je suis pas encore une star, donc vous pouvez encore m'écrire, et je deviendrai jamais une star, je pense. Ou sur Instagram aussi, voilà, c'est les deux canaux principaux où on peut très facilement me retrouver. En Ok. message privé, bien sûr. Génial. Dans tous les cas, moi, je vais adresser ça sur les réseaux sociaux. Je pourrais mettre en lien également, notamment ton profil LinkedIn pour qu'on puisse te retrouver facilement. En tout cas, je te remercie pour cette bonne heure qu'on a passée ensemble. Je suis ravi de pouvoir échanger de vive voix avec toi, avec beaucoup d'authenticité aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent, eh bien, si vous avez aimé cet épisode, vous m'envoyez ravi. Continuez de nous suivre, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Partagez aussi, c'est un podcast qui est récent, qui mérite d'être partagé. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. On vous retrouve dans 15 jours pour un autre épisode. Cédric, encore un grand merci. Merci à toi, Anthony, merci beaucoup pour un podcast qui change et des questions qui changent, ça fait du bien. Merci beaucoup. Ciao!